Alors, je vous propose de démarrer. Je serai très bref dans l'introduction parce que je serai discutant, donc j'aurai l'occasion de reprendre la parole après. Dans l'introduction, je dirais simplement pour tout le monde que notre objectif dans cette série de séminaires, donc il y a eu 6 séminaires, a été de déterminer, de préciser ce que pouvait être un droit de l'urgence. Donc, pas seulement lié à la période de Covid, mais plus largement, puisque nous avons commencé par l'histoire, le droit constitutionnel. Et nous sommes partis d'une hypothèse qui était que probablement le droit de l'urgence pouvait être soit un droit de l'attente, un droit de la suspension, soit un droit de l'action. Et on a cherché à savoir si c'était plutôt un droit d'action ou un droit d'attente. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été suspendues, des délais, des libertés, mais que par ailleurs, ce qui est frappant, c'est la place qu'a pris l'action administrative. Avec pratiquement parfois un oubli de la règle de droit, avec une mise en évidence de la dérogation, et avec les ordonnances qui sont prises sans débat, on a un instrument de l'action administrative qui a maintenant valeur de loi. Donc c'est dans ce paysage-là qu'on veut situer cette dernière séance qui, sans être une conclusion, sans être véritablement une synthèse, va quand même aborder des questions, comment dire, qui sont très concrètes, la question des sanctions, la question de la fiscalité. On est sur les conséquences les plus concrètes, sachant que les incertitudes montent et on ne sait pas si d'ailleurs on ne va pas reconfiner une partie du pays, peut-être là où se trouve Ludovic d'ailleurs, dans quelques temps. Donc voilà dans le contexte dans lequel on se situe. Je repasse la parole à Sophie. Alors, on va commencer avec l'intervention de Xavier Lagarde qui proposait donc quelques longs mots sur la permanence du droit à travers les sanctions. Xavier, on vous laisse la parole. Oui, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais sans doute dépasser un tout petit peu les 10 minutes, mais je vais essayer de rester dans la limite du quart d'heure. Et si je suis trop long, vous me le direz. Bon. Alors, juste un mot préalable sur l'intitulé, qui n'était peut-être pas extraordinairement explicite. Donc, j'ai un peu rebaptisé mon intervention, mais on reste sur le même thème. Et je pense plus simple de dire que je vais parler du droit de l'urgence applicable aux sanctions civiles, un droit d'exception. Voilà. Et donc, je pense qu'on retrouve le thème de la permanence, on retrouve tout ce qui était sous le premier intitulé, mais celui-ci, droit de l'urgence applicable aux sanctions civiles, un droit d'exception, me paraît plus compréhensible pour tout le monde. Alors, j'ai pris pour banc d'essai la fameuse ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020, qui est relative à la prorogation des délais, etc. etc. C'est l'ordonnance qui, dans la doctrine administrative, instaure ce qu'on a appelé la période juridiquement protégée. C'est une ordonnance qui a été modifiée 3 fois, mais au fond, peu importe. C'est une ordonnance qui a pour principal objet les délais et mesures, je me concentrerai sur les délais, qui ont expiré pendant cette période, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le contenu de cette ordonnance. Je rappelle ce qui me semble être les deux principaux traits, et ce sera histoire de clarifier le propos avant d'entrer dans le vif de la réflexion. Je pense que le texte comporte 2 apports essentiels. D'abord, un apport notionnel, en ce qu'il envisage des sanctions, mais de manière extrêmement large, je dirais comme tout effet de droit susceptible de nuire aux intérêts de celui qu'il subit. Donc, c'est une déchéance, une astreinte, une prescription, une inopposabilité, etc. Et l'article 2 de mémoire comporte un inventaire à la Prévert de tout ce qui peut être désagréable en droit et qui est apparenté à une sanction. Et puis, second apport de cette ordonnance, c'est la règle essentielle que pose l'ordonnance, si les sanctions sont la conséquence de l'expiration d'un délai parvenant à son terme pendant la période juridiquement protégée, donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, eh bien, ces sanctions, ces effets juridiques sont censés ne pas avoir eu cours
Et donc, ces effets, ces sanctions ne tomberont qu'à l'issue d'un nouveau délai qui commencera à courir à la fin de la période de juridiquement protégé. Alors, ce nouveau délai, c'est en principe le délai légalement prévu ou le délai conventionnel avec une limite de 2 mois. Donc, voilà schématiquement ce que nous dit l'ordonnance du 25 mars 2020. Et la question que je me suis posée en préparant cette intervention est celle de savoir si cette ordonnance, peut-être pas seulement celle-ci, cette ordonnance pose un droit d'exception, point d'interrogation. Et comme je pose une question, eh bien, écoutez, je propose de la traiter en 3 temps, comme on le fait en classe de rhétorique, comme on disait autrefois, thèse, antithèse, synthèse. Alors, la thèse, je pense que c'est évidemment l'opinion la plus facile à défendre. Et oui, assurément, le droit résultant de cette ordonnance du 25 mars est un droit d'exception. Et on peut dire que ceci se voit à la fois dans les solutions et dans les méthodes. Alors, sur les solutions, je dirais qu'encore une fois, c'est évident, les dispositions de l'ordonnance bloquent les effets juridiques qui s'attachent à l'expiration d'un délai pendant la période juridiquement protégée. Donc là, si on veut un peu jouer avec les mots, si on veut s'amuser, on peut dire que voilà, c'est la période juridiquement anesthésiée au cours de laquelle les sujets de droit n'ont plus à souffrir de sanctions. Et donc, si on en rajoute un peu, c'est le geste barrière à l'encontre des effets juridiques indésirables. Et on voit que la distanciation sociale et le confinement du droit vont de pair. Bon, ça, c'est pour s'amuser. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les méthodes qui sont les méthodes de ce droit de l'urgence qui sont inhabituelles. Et je dirais sur 2 points. D'abord sur les formes d'expression, et je ne vais pas être très long parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. En réalité, ces règles qui résultent des ordonnances sont de fausses règles, en ce sens que ce ne sont pas des normes authentiquement générales, ce sont plutôt des normes collectives. Ce qui caractérise la norme générale, c'est qu'elle vise une situation qui est susceptible de se reproduire à l'infini, donc une situation qui n'a pas d'historicité. Et ce que fait l'ordonnance du 25 mars 2020, c'est exactement l'inverse. C'est une ordonnance qui définit une séquence historique et qui se situe entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Et second caractère atypique des textes résultant, enfin des règles, des normes, je ne sais plus, on va dire les normes collectives résultant de cette ordonnance, c'est qu'elle mobilise des catégories juridiques qui sont atypiques. C'est une ordonnance qui se présente comme étant une ordonnance sur les délais et qui se propose de les aménager. Donc on se dit, a priori, en bon civiliste, on va trouver des dispositifs de suspension et d'interruption des délais en cours. Or, ça n'est pas vrai. La circulaire administrative, la circulaire d'interprétation de l'ordonnance est très claire et elle a raison. Elle dit non, non, ce n'est pas du tout un mécanisme de suspension, ce n'est pas un mécanisme d'interruption, c'est autre chose. Donc concrètement, ça veut dire quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est par exemple, une prescription qui expire le 25 juin 2020, cette prescription produit tous ses effets. On est 2 jours après la fin de la période juridiquement protégée, mais la prescription a produit ses effets parce qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue pendant la période juridiquement protégée. Donc en réalité, ce que fait l'ordonnance, c'est moins d'aménager des délais que de faire en sorte que les sanctions civiles qui étaient susceptibles de tomber n'auront pas lieu. Les effets juridiques ne se produiront pas et donc les individus sont protégés du droit. Et si on pousse un peu plus loin, on peut dire finalement, pendant cette période, les personnes ne sont plus vraiment des sujets de droit, ce sont des individus essentiellement réduits à leur corporalité. On les contraint, on les soigne de la maladie, ou on les en préserve, mais on voit qu'en droit privé, en première analyse, le droit de l'urgence sanitaire est un droit de l'exception au droit. Alors, cette proposition qui est assez forte, elle prend en compte, à mon avis, 3 objections sérieuses qui permettent de dérouler, c'est l'antithèse. Première objection, sans doute ces normes sont imparfaitement générales, et à mon avis elles ne le sont pas, mais même si elles appartiennent à la catégorie de ce qu'on peut appeler des normes collectives, eh bien malgré tout, donc un dérivé de la norme individuelle, ça reste du droit. Et quand on présente les normes individuelles au cours d'une introduction au droit, comme c'est ce que je fais, on dit ces normes individuelles, elles ont pour fonction de juger la décision de justice, d'agir, c'est le contrat, ou enfin d'administrer, c'est-à-dire de prendre des décisions qui s'imposent à autrui et qui sont prises dans un intérêt qui est détachable de son auteur.
Eh bien, cette partie d'administration, cette fonction d'administration, c'est une fonction juridique, et donc on peut considérer que cette période, cette ordonnance, comme les ordonnances qui sont survenues pendant la période d'urgence sanitaire, sont des périodes qui marquent un temps sans doute de pleine administration, mais malgré tout, la pleine administration, l'administration, c'est un dispositif juridique parmi d'autres. On peut trouver qu'il y a eu un abus d'administration, mais ça, d'une certaine manière, c'est plus une opinion de citoyen. D'un point de vue doctrinal, on est assez démuni pour en faire la critique. Deuxième objection, je pense que c'est ce qu'on peut avancer sérieusement, c'est que finalement l'ordonnance du 25 mars prend appui sur des notions qui sont assez familières du privatiste. Quelque part, l'ordonnance décrète la force majeure. Alors, elle ne le dit pas, mais elle le fait par prétérition, c'est-à-dire qu'elle tire les conséquences de cette qualification et elle dit finalement les sanctions ne tombent pas parce que l'état d'urgence sanitaire, comme la force majeure, est exclusif d'une responsabilité. Et donc, l'ordonnance déclare la force majeure parce qu'elle ne peut pas laisser une incertitude juridique, incertitude qui serait celle, si on laissait au juge le soin d'apprécier si oui ou non l'état d'urgence sanitaire constitue un cas de force majeure. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé, judiciairement, ce n'est pas évident. Et j'ajoute, ça on l'a peut-être pas dit, mais que l'ordonnance sollicite aussi implicitement une notion juridique dont la vie est certes paisible, mais que les juristes connaissent bien, qui est l'obligation naturelle. L'ordonnance dit que les obligations contractuelles restent exigibles, mais l'ordonnance dit que les sanctions de l'inexécution ne s'appliqueront pas. Et donc, quelque part, pendant la période juridiquement protégée, eh bien, ces obligations civiles sont devenues des devoirs de conscience, ces devoirs de conscience que, vous le savez, vise l'article 1100 du Code civil, rédaction 2016. Et puis, dernière objection, pour dire que finalement, tout ce à quoi nous avons assisté n'a rien d'exceptionnel, c'est que finalement, l'ordonnance du 25 mars 2020 se saisit d'un nombre limité de situations pour les soumettre à un régime dérogatoire. Et j'ai un peu le sentiment que cette ordonnance fait au fond ce que fait le législateur, ces ordonnances, et même cette ordonnance fait ce que fait le législateur lorsqu'il prend une loi de validation. Et quelque part, l'ordonnance est une ordonnance de validation pour le passé, le présent et une petite partie de l'avenir. Mais je dirais que peu importe que l'ordonnance concerne pour partie l'avenir, parce que de toute façon, c'est une séquence délimitée et il s'agit, je dirais, dans la loi de validation, comme dans l'ordonnance du 25 mars 2020, d'accorder une dispense qui, et je remonte assez loin puisque c'est Doma qui nous le dit, est une faveur individuelle ou collective accordée qui affecte l'application de la règle. Et donc, finalement, l'utilisation de cette technique de la dispense est assez surprenante et assez atypique, mais somme toute, c'est une technique que nous connaissons déjà. Et je dirais que finalement, la surprise liée à l'appréciation de ce droit de l'urgence sanitaire, eh bien, tient finalement plus au contexte, aux circonstances, à la réaction du politique, qu'au texte même et qu'aux techniques juridiques elles-mêmes, qui sont somme toute assez proches de choses que nous connaissons. En tout cas, nous ne sommes pas en terrain parfaitement inconnu. Thèse, antithèse, est-ce qu'on peut proposer une synthèse? Je pense qu'on peut en proposer deux, et moi je vais j'en privilégier une. La première synthèse serait de dire finalement la rupture est telle, parce que oui, pardon, la thèse dit c'est une rupture, l'antithèse dit c'est une séquence. Et donc on peut dire, première proposition, cette rupture est telle que ce ne peut être qu'une séquence. Autre synthèse possible, et c'est celle que je vais privilégier, c'est qu'à mon avis, cette séquence exagère une rupture qui est en cours de réalisation. Et je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui me conduisent à retenir cette seconde proposition et que, pour reprendre une terminologie plus ancienne, cette ordonnance du 25 mars, comme je pense la plupart des textes liés à la pandémie, forme quelque part un spasme qui accélère une transformation qui est engagée de longue haleine. Et en fait, cet aspect, je dirais, spasmodique, cet aspect un peu nerveux, cet aspect d'urgence, à mon avis, n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est du bon sens, quand on est dans une situation d'urgence, l'efficacité n'est pas négociable. L'efficacité n'est pas négociable et donc il est nécessaire
de s'appuyer sur des dispositifs qui fonctionnent, sur des dispositifs opératoires. Qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, on s'en rend compte en période de confinement et en période d'urgence sanitaire, c'est l'Europe pour les crédits, c'est la haute administration pour la régulation, et c'est aussi la société civile qui, malgré tout, a du ressort. Et quand je dis le mot société civile, j'ai une idée en tête. Je pense que ce qui s'est passé dans le domaine de la santé est révélateur d'une force de réaction de la société civile. Alors évidemment, on dira c'est l'hôpital public, oui, certainement, mais en réalité, ce qui est tout à fait majeur dans cette séquence et dans ce qui s'est passé dans les établissements de santé, c'est qu'en réalité, les personnels sont allés au-delà de ce qui était exigible, et surtout ce qu'on a aperçu, c'est une espèce de sainte alliance entre le secteur public, et le secteur privé, et l'administration s'est montrée extrêmement lâche pour permettre ces accords, alors que c'est dans une période bien différente, les dispositifs de contrôle eussent été bien plus contraignants. En revanche, ce qui ne marche pas, et là c'est assez clair, c'est la loi et la justice et le jugement qui est censé en être l'application. Je vais quand même donner 2 chiffres. Entre le 17 mars et le 12 mai, l'activité du Parlement, c'est essentiellement 2 lois. Une loi de finances pour les crédits et une loi d'habilitation du gouvernement pour prendre des ordonnances liées à l'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est pour la loi. Pour la justice, je n'ai pas fait les statistiques générales, mais entre le 27 mars et le 12 mai 2020, les chambres civiles de la Cour de cassation ont rendu, en tout et pour tout, 2 arrêts. Bon, et là, c'est un peu méchant de ma part, mais tant pis, la Chambre sociale qui en a rendu un seul a jugé utile de le publier. Donc, si vous voulez, on voit que dans cette période, on a malgré tout une disparition de la norme générale parlementaire et un effondrement du système judiciaire, et ce qui met, malgré tout, pour le privatiste, une espèce le spectacle, en tout cas, qu'on peut espérer temporaire, mais d'une obsolescence programmée de ces outils de travail habituels. Alors, encore une fois, il y a un effet loupe qu'il faut sans doute proportionner, mais pour l'heure, l'effet de réalité fait quand même un peu mal aux yeux. En tout cas, et je peux m'arrêter là, après je peux continuer si vous le souhaitez, je pense que la dissolution à laquelle on assiste et de la règle et du jugement constitue malgré tout une expérience grandeur nature de ce que serait une société sans droit. En tout cas, ce dernier compris dans sa forme traditionnelle, la règle et le jugement, comme le disait Carbonnier dans Flexible droit, la norme, le jugement, les formes premières du phénomène juridique. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être c'est un peu long. Non, c'est bien, il y a à peine 20 minutes. D'accord. Bon, ben, je peux m'arrêter là, ouais, on va peut-être laisser. Bon, après, je m'arrête là, Emmanuel. Je pense que c'est mieux de s'en tenir au temps. Il y aura une version un peu plus longue. Tu m'avais dit que tu parlerais peut-être de l'émotion. Oui, mais alors ce serait. Je m'aperçois. Alors, ce que je pense quand même rapidement, c'est que je vais essayer d'être très court, mais on voit qu'en fait, quand le droit, je parle norme générale, jugement, s'efface, on voit 2 choses. On voit qu'en fait, concomitamment, le politique se neutralise. Et on a bien vu que pendant cette période, finalement, les 2 séquences politiques, au sens les élections municipales et la réforme des retraites, les premières se sont soldées par une désertion des bureaux de vote, et la réforme des retraites, nous a-t-on dit, est suspendue, et on verra bien si elle se produit. Puis le seul débat public qu'on a eu, c'est l'hydroxychloroquine. Bon, c'est intéressant, mais enfin, en termes de vie publique, c'est un peu pauvre. L'autre point qui me paraît tout à fait important, je dirais qu'il est plus anthropologique. J'ai un truc qui s'ouvre sur mon écran. Et je vais revenir sur les émotions. Ce qui est alors anthropologique, c'est conception de l'homme. Je ne sors pas de mon champ de compétences. Mais ce qu'on observe empiriquement, et on en a parlé entre nous, en disant bon, bah, ça c'est plus de la sociologie. Moi, je me souviens avoir dit non, il y a quand même un aspect juridique. C'est qu'au fond, petit 1, on supporte une privation de liberté monumentale et on s'en accommode assez bien. Et petit 2,
finalement, quand on retrouve l'activité, on la retrouve à moitié, mais peut-être à part les personnes mal logées, quelques cas un peu difficiles, dans l'ensemble, cette façon de vivre un peu indolente et pas désagréable aux uns et aux autres, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais chacun finalement suit son propre rythme. Et j'ai l'impression, et j'en arrive aux émotions et je termine par là, que d'une certaine manière, le législateur de 1804 a le choix entre deux hommes, entre modèles, celui de Montesquieu, qui est à la fois sensible et intelligent, et le juriste s'adresse à son intelligence. Et dans les discours de Portalis, les envolées lyriques sont quasiment des plagiats de Montesquieu, pardon pour le grand homme, mais il y a des phrases ce sont les mêmes que celles de l'Esprit des lois, et les tacles, les flèches sont pour Rousseau, notamment dans le discours qui présente le chapitre sur la propriété. Ben, mon impression, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, on avait l'homme de Montesquieu, et on a aujourd'hui l'homme de Rousseau, qui a qui est cet homme dont l'unité est émotionnelle, et qu'on retrouve que la période du confinement nous a permis de redécouvrir et qui est, à mon avis, l'homme du droit contemporain. Alors, si tu veux, ça, je pourrais y revenir, mais j'en dis pas plus. Merci beaucoup, Xavier. Alors, Emmanuel, vous voulez rebondir sur les propos de Xavier? Oui, je vais essayer de rebondir sur ces propos et aussi sur des propos qui sont apparus à plusieurs reprises dans nos séminaires. Vous m'entendez bien? Oui, c'est super. Ouais. Notamment, effectivement, la question des émotions et la question des relations. Des thèmes à nouveau qu'on pourrait juger assez peu juridiques, mais que je pense aussi, comme Xavier, on peut voir sous l'angle juridique. Nous avons beaucoup parlé d'inversion des valeurs au cours des séances, d'un matérialisme qui met en premier les corps et l'économie, en suspendant les libertés, les dignités, les équilibres contractuels. Il y a un auteur polonais-russe qui s'appelle Petrasziki, aujourd'hui assez oublié, qui a été le maître de Gurvitch et qui avait le premier fait une analyse psychologique du droit. Il disait avoir un droit subjectif, c'est faire jouer des émotions plutôt joyeuses, avoir des impératifs, des obligations, c'est faire jouer des émotions plus négatives, parfois aussi avec un aspect joyeux. Et il disait, à partir de là, une relation de droit, c'est une réciprocité d'émotions. Des émotions de celui qui a des obligations vis-à-vis de l'autre et des émotions de celui qui bénéficie de ses attributions. Alors, il est sûrement un peu dépassé aujourd'hui, les théories psychologiques ont beaucoup changé, mais sa démarche, qui est à l'origine à la fois de l'approche psychologique du droit et de l'approche sociologique du droit, ne me paraît pas inintéressante dans notre contexte. Il nous aide à donner de la chair à la notion de relation juridique. On pourrait dire aujourd'hui qu'il faudrait, en plus de ce qu'il faisait, associer émotion et symbolisation. Les psychologues d'aujourd'hui disent qu'il y a deux symbolisations, une symbolisation par les gestes, par les objets, dans la toute petite enfance, puis une symbolisation par les mots. Ces symbolisations-là font suite aux émotions et permettent une mémorisation. Ça, ce sont des procédures psychologiques à peu près bien connues aujourd'hui. Ce qui fait qu'un rapport de droit peut apparaître comme un dispositif psychologique et symbolique de mise à distance des parties sous l'égide d'un tiers de référence qui est en principe plutôt le juge ou éventuellement un notaire, un médiateur, un officier d'état civil, etc., avec souvent un quatrième personnage qui est un témoin, qui est un expert, un greffier ou le public. Cette mise à distance juste est celle qui ne comporte pas, a priori, de déséquilibre, pas de violence, pas d'abus, pas de domination. Il y a une recherche de l'autonomie de chacun dans ces rapports de droit, et c'est donc dans ces rapports de droit que naît la liberté. La liberté n'est pas institutionnelle, elle n'est pas non plus individuelle, c'est une reconnaissance par chacun de la liberté de l'autre dans des rapports de droit. Si bien que la suspension des libertés qu'on a pu connaître récemment n'est pas seulement une atteinte aux droits individuels, mais aussi une atteinte aux relations juridiques dans lesquelles ces libertés apparaissent. Il suffit de prendre l'exemple de la détention provisoire prolongée automatiquement sans juge. On voit bien là qu'il y a une atteinte à la liberté, à le procès équitable qui va avec, et donc à la structure symbolique qui implique un tiers de référence qui est le juge.
Le rôle du juge et donc et de la justice va être de remettre à juste distance, et à une juste distance symbolique, mais aussi émotionnelle. Les règles de procédure servent à canaliser les émotions, mais aussi à les utiliser, notamment par le juge, pour trouver la meilleure solution. Le juge qui est en situation impartiale ressent objectivement les émotions. Il ne faut pas croire que les émotions soient subjectives, elles peuvent être objectives si on est dans une situation totalement impartiale. Alors, il y a toujours des risques de biais, d'où la nécessité des motivations dont avait parlé Yvonne Flour lors d'une séance. Il faut rationaliser évidemment la solution ou la rendre rationnelle par une motivation. Ainsi, devant la justice, les émotions négatives sont transformées en de nouvelles relations juridiques plus viables. Les contrats devenus litigieux se rompent ou se rééquilibrent, les liens conjugaux peuvent se rompre, les liens de filiation peuvent se transformer. Que s'est-il passé pendant le confinement de ce point de vue? La justice est un service public, donc la continuité a été assurée, comme d'ailleurs à l'université avec des plans de continuité de l'activité. Un publiciste qui s'appelle Nicolas Chifflot a cependant noté qu'il s'est agi de sauver l'institution, mais pas de faire fonctionner la justice. C'est un peu comme si on avait mis une usine au ralenti parce qu'il ne fallait pas l'éteindre, ce serait beaucoup plus compliqué de la rallumer, et ça prendrait beaucoup plus de temps. Alors, quelques affaires urgentes ont été traitées. Xavier en parlait à l'instant. Il y a parfois eu des visioconférences, des audiences en vidéoconférence. Décidez-vous. Hein. Hop là. Il y a une voix qui... Voilà. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que la justice n'a plus été le réceptacle des émotions négatives, individualisées, humanisées, qu'il n'y a plus que des émotions collectives, je retrouve le terme collective qu'a employé Xavier avec les normes collectives, traitées par l'action administrative en dehors des tribunaux. Bien sûr, la Cour de cassation est intervenue a posteriori pour mettre fin à la prolongation sans juge de la détention provisoire. Le Conseil d'État est intervenu a posteriori pour établir la liberté de culte et la liberté de manifester. Mais là, pendant au moins 2 mois, et ça a continué en réalité ensuite largement, l'action administrative n'a pas eu d'autre limite que la gestion des émotions collectives à travers la communication. Et cette action administrative conduit à la suspension des libertés et des institutions de justice sur des émotions qui sont des émotions de peur, des émotions de sidération, et puis en plus, de manière un peu étonnante et apparemment pas connectée avec le Covid, ensuite à des émotions de colère qui se sont manifestées avec l'affaire Floyd et puis le retour de l'affaire Traoré. Alors, les nouvelles technologies ont eu la part belle dans cette période, mais justement, les nouvelles technologies ne construisent pas a priori un dispositif symbolique. On peut les utiliser pour en faire un dispositif symbolique, comme on le fait nous avec le Zoom aujourd'hui, avec donc tout un système qui nous permet de communiquer, mais c'est assez complexe. Il y a eu des phénomènes psychologiques qui ont continué. Xavier parlait d'indolence. Je pense qu'à certains égards, quand on lit la presse, on voit des articles parler d'épuisement psychologique aussi chez beaucoup de monde. Les HP commencent à se remplir. Il y a des pertes de sens où il y a des personnes dont la sensibilité est accrue. Il y a donc toute une gestion de l'émotion qui est devenue collective et qui ne s'est plus faite à travers les relations de droit. Et ce que nous apprend aussi la période, et ce que m'apprend cette période, c'est il est intéressant de remettre en évidence les rapports de droit parce qu'ils permettent de comprendre la part de l'émotion en droit. Mais j'ai parlé que de l'émotion, mais il y a aussi la raison, hein, je l'ai dit avec la motivation, c'est 2 circuits psychologiques qui sont connectés, bien entendu. Hein. Donc, c'est retrouver le rapport de droit en lui donnant plus de chair, en lui mettant donc de la chair en termes émotionnels, mais l'émotion, c'est le lien entre le corps et l'esprit, donc c'est aussi retrouver le corps de chaque personne. Et du coup, ce que m'apprend cette période aussi, c'est à remettre en relation la règle de droit et le rapport de droit. Je croyais que le normativisme était l'ennemi du relationnisme, que les normes écrasaient les individus et leurs unions. À vrai dire, c'est la décision administrative et particulièrement la dérogation
qui détruisent les équilibres. Les règles de droit générales et abstraites permettent la mise en place de relations de droit égales ou équivalentes et une gestion des émotions limitée aux relations et pas prise dans un mouvement de masse tel qu'on l'a vu. Voilà ce que m'inspire ce qu'a dit Xavier, mais aussi des séances antérieures dont on avait parlé. Il faudrait beaucoup plus de temps, évidemment, pour le démontrer. Je le ferai ailleurs, mais voilà ce qu'on peut dire en quelques minutes. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou observations? Merci Ludovic. Moi, si personne ne prend la parole, j'avais une remarque Allez-y, Yvonne-Fleur. Un peu marginale par rapport à ce qu'a dit Xavier. Parce que vous avez fait remarquer qu'effectivement, quand le confinement s'est arrêté, on a repris son activité de manière un peu effectivement indolente. Et enfin, en ce qui me concerne personnellement, j'ai vraiment senti ça, c'est-à-dire, pourtant je suis à la retraite, donc je n'ai pas une activité débordante de manière générale, mais pendant le confinement, tout était arrêté, c'était assez commode, c'était assez tranquille, on n'avait pas trop de questions à se poser. Et au moment du déconfinement, on se disait, ben, tout reprend et donc il faut sûrement faire des choses, mais quoi? C'est comme ça que je l'ai senti et je trouvais ça assez déstabilisant. Mais je me demande dans quelle mesure c'est pas lié aussi au fait qu'on était en fin d'année universitaire et à l'approche des vacances. Par exemple, c'est très clair si on regarde l'école, est-ce que ça valait la peine d'envoyer les enfants en classe pour 15 jours? Et donc, mon impression, c'est qu'il faut quand même attendre le mois de septembre pour voir comment on va rentrer dans, soit on va retourner à nos habitudes et les choses vont se remettre en marche avec leur train normal et l'indolence, il faudra un peu l'oublier, soit on va s'apercevoir qu'il y a eu des changements plus profonds et que cette situation n'est pas simplement une parenthèse historique, mais qu'elle a des effets plus durables. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile à appréhender exactement. Voilà, c'est une remarque pas très juridique d'ailleurs, mais un peu factuelle. Oui, si je peux. Oui, je suis assez d'accord. Mais en fait, ce que c'est pas tellement un diagnostic, c'est le fait de dire, bon, finalement, les individus sont assez bien. Bon, il y a des phénomènes d'épuisement, etc. Parce qu'il est possible, on peut s'accommoder d'une situation et ne pas se rendre compte qu'en réalité, elle nous fait du mal. Bon, ça c'est le paradoxe. Mais non, ce qui est assez intéressant, quand j'évoquais Rousseau, les émotions, c'est que d'une certaine manière, bon, enfin, tout le monde sait ce que dit Rousseau. Voilà, il faut concevoir l'homme à l'état de nature, en dehors de toute société, et pour que cet homme soit heureux en société, il faut qu'au fond, il désire pour la chose commune, qu'il ait le même désir pour la chose commune que 2020. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins le contenu de cette ordonnance. Je rappelle ce qui me semble être les deux principaux traits, et ce sera histoire de clarifier le propos avant d'entrer dans le vif de la réflexion. Je pense que le texte comporte deux apports essentiels. D'abord, un apport notionnel en ce qu'il envisage des sanctions, mais de manière extrêmement large, je dirais comme tout effet de droit susceptible de nuire aux intérêts de celui qu'il subit. Donc c'est une déchéance, une astreinte, une prescription, une inopposabilité, etc. Et l'article 2 de mémoire comporte un inventaire à la Prévert de tout ce qui peut être désagréable en droit et qui est apparenté à une sanction. Et puis, second apport de cette ordonnance, c'est la règle essentielle que pose l'ordonnance, si les sanctions sont la conséquence de l'expiration d'un délai parvenant à son terme pendant la période juridiquement protégée, donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, eh bien, ces sanctions, ces effets juridiques sont censés ne pas avoir eu cours. Et donc, ces effets, ces sanctions ne tomberont qu'à l'issue d'un nouveau délai qui commencera à courir à la fin de la période de juridiquement protégée. Alors, ce nouveau délai, c'est en principe le délai légalement prévu ou le délai conventionnel avec une limite de 2 mois. Donc, voilà schématiquement ce que nous dit l'ordonnance du 25 mars 2020. Et la question que je me suis posée en préparant cette intervention est celle de savoir si cette ordonnance, peut-être pas seulement celle-ci, cette ordonnance pose un droit d'exception. Point d'interrogation. Et comme je pose une question, eh bien, écoutez, je propose de la traiter en 3 temps, comme on le fait
en classe de rhétorique, comme on disait autrefois, thèse, antithèse, synthèse. Alors la thèse, je pense que c'est évidemment l'opinion la plus facile à défendre et oui, assurément, le droit résultant de cette ordonnance du 25 mars est un droit d'exception et on peut dire que ceci se voit à la fois dans les solutions et dans les méthodes. Alors sur les solutions, je dirais qu'encore une fois c'est évident, les dispositions de l'ordonnance bloquent les effets juridiques qui s'attachent à l'expiration d'un délai pendant la période juridiquement protégée. Donc là, si on veut un peu jouer avec les mots, si on veut s'amuser, on peut dire que voilà, c'est la période juridiquement anesthésiée au cours de laquelle les sujets de droit n'ont plus à souffrir de sanctions. Et donc, si on en rajoute un peu, c'est le geste barrière à l'encontre des effets juridiques indésirables. Et on voit que la distanciation sociale et le confinement du droit vont de pair. Bon, ça, c'est pour s'amuser. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les méthodes qui sont les méthodes de ce droit de l'urgence qui sont inhabituelles. Et je dirais sur 2 points. D'abord sur les formes d'expression, et je ne vais pas être très long parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. En réalité, ces règles qui résultent des ordonnances sont de fausses règles, en ce sens que ce ne sont pas des normes authentiquement générales, ce sont plutôt des normes collectives. Ce qui caractérise la norme générale, c'est qu'elle vise une situation qui est susceptible de se reproduire à l'infini, donc une situation qui n'a pas d'historicité. Et ce que fait l'ordonnance du 25 mars 2020, c'est exactement l'inverse. C'est une ordonnance qui définit une séquence historique et qui se situe entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Et second caractère atypique des textes résultant, enfin des règles, des normes, je ne sais plus, on va dire les normes collectives résultant de cette ordonnance, c'est qu'elle mobilise des catégories juridiques qui sont atypiques. C'est une ordonnance qui se présente comme étant une ordonnance sur les délais et qui se propose de les aménager. Donc on se dit, a priori, en bon civiliste, on va trouver des dispositifs de suspension et d'interruption des délais en cours. Or, ça n'est pas vrai. La circulaire d'interprétation de l'ordonnance est très claire et elle a raison. Elle dit non, ce n'est pas du tout un mécanisme de suspension, ce n'est pas un mécanisme d'interruption, c'est autre chose. Donc concrètement, ça veut dire quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est par exemple, une prescription qui expire le 25 juin 2020, cette prescription produit tous ses effets. On est 2 jours après la fin de la période juridiquement protégée, mais la prescription a produit ses effets parce qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue pendant la période juridiquement protégée. Donc en réalité, ce que fait l'ordonnance, c'est moins d'aménager des délais que de faire en sorte que les sanctions civiles qui étaient susceptibles de tomber n'auront pas lieu. Les effets juridiques ne se produiront pas et donc les individus sont protégés du droit. Et si on pousse un peu plus loin, on peut dire finalement, pendant cette période, les personnes ne sont plus vraiment des sujets de droit, ce sont des individus essentiellement réduits à leur corporalité. On les contraint, on les soigne de la maladie, ou on les en préserve, mais on voit qu'en droit privé, en première analyse, le droit de l'urgence sanitaire est un droit de l'exception au droit. Alors, cette proposition qui est assez forte, elle prend en compte, à mon avis, 3 objections sérieuses qui permettent de dérouler, c'est l'antithèse. Première objection, sans doute ces normes sont imparfaitement générales, et à mon avis elles ne le sont pas, mais même si elles appartiennent à la catégorie de ce qu'on peut appeler des normes collectives, eh bien malgré tout, donc un dérivé de la norme individuelle, ça reste du droit. Et quand on présente les normes individuelles au cours d'une introduction au droit, comme ce que je fais, on dit ces normes individuelles, elles ont pour fonction de juger la décision de justice, d'agir, c'est le contrat, ou enfin d'administrer, c'est-à-dire de prendre des décisions qui s'imposent à autrui et qui sont prises dans un intérêt qui est détachable de son auteur. Eh bien, cette partie d'administration, cette fonction d'administration, c'est une fonction juridique, et donc on peut considérer que cette période, cette ordonnance, comme les ordonnances qui sont survenues pendant la période d'urgence sanitaire, sont des périodes qui marquent un temps sans doute de pleine administration, mais malgré tout, la pleine administration, l'administration, c'est un dispositif juridique parmi d'autres. On peut trouver qu'il y a eu un abus d'administration, mais ça, d'une certaine manière, c'est plus une opinion de citoyen. D'un point de vue doctrinal, on est assez démuni pour en faire la critique. Deuxième objection,
Je pense que c'est ce qu'on peut avancer sérieusement, c'est que finalement l'ordonnance du 25 mars prend appui sur des notions qui sont assez familières du privatiste. Quelque part, l'ordonnance décrète la force majeure. Alors, elle ne le dit pas, mais elle le fait par prétérition, c'est-à-dire qu'elle tire les conséquences de cette qualification et elle dit finalement les sanctions ne tombent pas parce que l'état d'urgence sanitaire, comme la force majeure, est exclusif d'une responsabilité. Et donc, l'ordonnance déclare la force majeure parce qu'elle ne peut pas laisser une incertitude juridique, incertitude qui serait celle, si on laissait au juge le soin d'apprécier si oui ou non l'état d'urgence sanitaire constitue un cas de force majeure. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé, judiciairement, ce n'est pas évident. Et j'ajoute, ça on ne l'a peut-être pas dit, mais que l'ordonnance sollicite aussi implicitement une notion juridique dont la vie est certes paisible, mais que les juristes connaissent bien, qui est l'obligation naturelle. L'ordonnance dit que les obligations contractuelles restent exigibles, mais l'ordonnance dit que les sanctions de l'inexécution ne s'appliqueront pas. Et donc, quelque part, pendant la période juridiquement protégée, eh bien, ces obligations civiles sont devenues des devoirs de conscience, ces devoirs de conscience que, vous le savez, vise l'article 1100 du Code civil, rédaction 2016. Et puis, dernière objection, pour dire que finalement, tout ce à quoi nous avons assisté n'a rien d'exceptionnel, c'est que finalement, l'ordonnance du 25 mars 2020 se saisit d'un nombre limité de situations pour les soumettre à un régime dérogatoire. Et j'ai un peu le sentiment que cette ordonnance fait au fond ce que fait le législateur, ces ordonnances, et même cette ordonnance fait ce que fait le législateur lorsqu'il prend une loi de validation. Et quelque part, l'ordonnance est une ordonnance de validation pour le passé, le présent et une petite partie de l'avenir. Mais je dirais que peu importe que l'ordonnance concerne pour partie l'avenir, parce que de toute façon, c'est une séquence délimitée et il s'agit, je dirais, dans la loi de validation, comme dans l'ordonnance du 25 mars 2020, d'accorder une dispense qui, et je remonte assez loin puisque c'est Doma qui nous le dit, est une faveur individuelle ou collective accordée qui affecte l'application de la règle. Et donc, finalement, l'utilisation de cette technique de la dispense est assez surprenante et assez atypique, mais somme toute, c'est une technique que nous connaissons déjà. Et je dirais que finalement, la surprise liée à l'appréciation de ce droit de l'urgence sanitaire eh bien, tient finalement plus au contexte, aux circonstances, à la réaction du politique, qu'au texte même et qu'aux techniques juridiques elles-mêmes, qui sont somme toute assez proches de choses que nous connaissons. En tout cas, nous ne sommes pas en terrain parfaitement inconnu. Thèse, antithèse, est-ce qu'on peut proposer une synthèse? Je pense qu'on peut en proposer deux, et moi je vais j'en privilégier une. La première synthèse serait de dire finalement la rupture est telle, parce que oui, pardon, un peu, enfin, la thèse dit c'est une rupture, l'antithèse dit c'est une séquence. Et donc on peut dire, première proposition, cette rupture est telle que ce ne peut être qu'une séquence. Autre synthèse possible, et c'est celle que je vais privilégier, c'est qu'à mon avis, cette séquence exagère une rupture qui est en cours de réalisation. Et je pense qu'il y a plusieurs indicateurs qui me conduisent à retenir cette seconde proposition et que, pour reprendre une terminologie plus ancienne, cette ordonnance du 25 mars, comme je pense la plupart des textes liés à la pandémie, forme quelque part un spasme qui accélère une transformation qui est engagée de longue haleine. Et en fait, cet aspect, je dirais, spasmodique, cet aspect un peu nerveux, cet aspect d'urgence, à mon avis, n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est du bon sens, quand on est dans une situation d'urgence, l'efficacité n'est pas négociable. L'efficacité n'est pas négociable et donc il est nécessaire de s'appuyer sur des dispositifs qui fonctionnent, sur des dispositifs opératoires. Qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, on s'en rend compte en période de confinement et en période d'urgence sanitaire, c'est l'Europe pour les crédits, c'est la haute administration pour la régulation et c'est aussi la société civile qui, malgré tout, a du ressort. Et quand je dis le mot société civile, j'ai une idée en tête. Je pense que ce qui s'est passé dans le domaine de la santé est révélateur d'une force de réaction de la société civile. Alors évidemment, on dira c'est l'hôpital public, oui, certainement. Mais en réalité, ce qui est tout à fait majeur dans
dans cette séquence et dans ce qui s'est passé dans les établissements de santé, c'est qu'en réalité, les personnels sont allés au-delà de ce qui était exigible, et surtout ce qu'on a aperçu, c'est une espèce de sainte alliance entre le secteur public, et le secteur privé, et l'administration s'est montrée extrêmement lâche pour permettre ces accords, alors que dans une période bien différente, les dispositifs de contrôle eussent été bien plus contraignants. En revanche, ce qui ne marche pas, et là c'est assez clair, c'est la loi et la justice et le jugement qui est censé en être l'application. Je vais quand même donner 2 chiffres. Entre le 17 mars et le 12 mai, l'activité du Parlement, c'est essentiellement 2 lois. Une loi de finances pour les crédits et une loi d'habilitation du gouvernement pour prendre des ordonnances liées à l'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est pour la loi. Pour la justice, je n'ai pas fait les statistiques générales, mais entre le 27 mars et le 12 mai 2020, les chambres civiles de la Cour de cassation ont rendu, en tout et pour tout, 2 arrêts. Bon, et là, c'est un peu méchant de ma part, mais tant pis, la Chambre sociale qui en a rendu un seul a jugé utile de le publier. Donc, si vous voulez, on voit que dans cette période, on a malgré tout une disparition de la norme générale parlementaire et un effondrement du système judiciaire, et ce qui met, malgré tout, pour le privatiste, une espèce le spectacle, en tout cas, qu'on peut espérer temporaire, mais d'une obsolescence programmée de ces outils de travail habituels. Alors, encore une fois, il y a un effet loupe qu'il faut sans doute proportionner, mais pour l'heure, l'effet de réalité fait quand même un peu mal aux yeux. En tout cas, et je peux m'arrêter là, après je peux continuer si vous le souhaitez, je pense que la dissolution à laquelle on assiste, et de la règle et du jugement, constitue malgré tout une expérience grandeur nature de ce que serait une société sans droit, en tout cas ce dernier compris dans sa forme traditionnelle, la règle et le jugement, comme le disait Carbonnier dans Flexible droit, la norme, le jugement, les formes premières du phénomène juridique. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, peut-être c'est un peu long. Non, c'est bien, il y a à peine 20 minutes. D'accord. Bon, ben, je peux m'arrêter là. Ouais, on va peut-être laisser. Bon, après, je m'arrête là. Emmanuel, je pense que c'est mieux de s'en tenir au temps. Il y aura une version un peu plus longue. Tu m'avais dit que tu parlerais peut-être de l'émotion. Oui, mais alors ce serait. Je m'aperçois. Alors, ce que je pense quand même rapidement, c'est que je vais essayer d'être très court, mais on voit qu'en fait, quand le droit, je parle norme générale, jugement, s'efface, on voit 2 choses. On voit qu'en fait, concomitamment, le politique se neutralise. Et on a bien vu que pendant cette période, finalement, les 2 séquences politiques, au sens les élections municipales et la réforme des retraites, les premières se sont soldées par une désertion des bureaux de vote, et la réforme des retraites, nous a-t-on dit, est suspendue, et on verra bien si elle se produit. Puis le seul débat public qu'on a eu, c'est l'hydroxychloroquine. Bon, c'est intéressant, mais enfin, en termes de vie publique, c'est un peu pauvre. L'autre point qui me paraît tout à fait important, je dirais qu'il est plus anthropologique. J'ai un truc qui s'ouvre sur mon écran. Et je vais revenir sur les émotions. Ce qui est alors anthropologique, c'est conception de l'homme. Je ne sors pas de mon champ de compétences. Mais ce qu'on observe empiriquement, et on en a parlé entre nous, en disant bon, bah, ça c'est plus de la sociologie. Moi, je me souviens avoir dit non, il y a quand même un aspect juridique. C'est qu'au fond, petit 1, on supporte une privation de liberté monumentale et on s'en accommode assez bien. Et petit 2, finalement, quand on retrouve l'activité, on la retrouve à moitié, mais peut-être à part les personnes mal logées, quelques cas un peu difficiles, dans l'ensemble, cette façon de vivre un peu indolente et pas désagréable aux uns et aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais chacun finalement suit son propre rythme. Et j'ai l'impression, et j'en arrive aux émotions et je termine par là, que d'une certaine manière, le législateur de 1804 a le choix entre 2 hommes, entre modèles. Celui de Montesquieu, qui est à la fois sensible et intelligent, et le juriste s'adresse à son intelligence. Et dans les discours de Portalis,
Les envolées lyriques sont quasiment des plagiats de Montesquieu, pardon pour le grand homme, mais il y a des phrases ce sont les mêmes que celles de l'Esprit des lois. Et les tacles, les flèches sont pour Rousseau, notamment dans le discours qui présente le chapitre sur la propriété. Ben, mon impression, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, on avait l'homme de Montesquieu, et on a aujourd'hui l'homme de Rousseau, qui a qui est cet homme dont l'unité est émotionnelle, et que la période du confinement nous a permis de redécouvrir et qui est, à mon avis, l'homme du droit contemporain. Alors, si tu veux, ça, je pourrais y revenir, mais j'en dis pas plus. Merci beaucoup, Xavier. Alors, Emmanuel, vous voulez rebondir sur les propos de Xavier? Oui, je vais essayer de rebondir sur ces propos et aussi sur des propos qui sont apparus à plusieurs reprises dans nos séminaires. Vous m'entendez bien? Oui, c'est super. Ouais. Notamment, effectivement, la question des émotions et la question des relations. Des thèmes, à nouveau, qu'on pourrait juger assez peu juridiques, mais que je pense aussi, comme Xavier, on peut voir sous l'angle juridique. Nous avons beaucoup parlé d'inversion des valeurs au cours des séances, d'un matérialisme qui met en premier les corps et l'économie, en suspendant les libertés, les dignités, les équilibres contractuels. Il y a un auteur polonais-russe qui s'appelle Petrasziki, aujourd'hui assez oublié, qui a été le maître de Gurvitch et qui avait le premier fait une analyse psychologique du droit. Il disait avoir un droit subjectif, c'est faire jouer des émotions plutôt joyeuses, avoir des impératifs, des obligations, c'est faire jouer des émotions plus négatives, parfois aussi avec un aspect joyeux. Et il disait, à partir de là, une relation de droit, c'est une réciprocité d'émotions. Des émotions de celui qui a des obligations vis-à-vis de l'autre et des émotions de celui qui bénéficie de ses attributions. Alors, il est sûrement un peu dépassé aujourd'hui, les théories psychologiques ont beaucoup changé, mais sa démarche, qui est à l'origine à la fois de l'approche psychologique du droit et de l'approche sociologique du droit, ne me paraît pas inintéressante dans notre contexte. Il nous aide à donner de la chair à la notion de relation juridique. On pourrait dire aujourd'hui qu'il faudrait, en plus de ce qu'il faisait, associer émotion et symbolisation. Les psychologues d'aujourd'hui disent qu'il y a deux symbolisations, une symbolisation par les gestes, par les objets, dans la toute petite enfance, puis une symbolisation par les mots. Ces symbolisations-là font suite aux émotions et permettent une mémorisation. Ça, ce sont des procédures psychologiques à peu près bien connues aujourd'hui. Ce qui fait qu'un rapport de droit peut apparaître comme un dispositif psychologique et symbolique de mise à distance des parties sous l'égide d'un tiers de référence qui est en principe plutôt le juge ou éventuellement un notaire, un médiateur, un officier d'état civil, etc., avec souvent un quatrième personnage qui est un témoin, qui est un expert, un greffier ou le public. Cette mise à distance juste est celle qui ne comporte pas, a priori, de déséquilibre, pas de violence, pas d'abus, pas de domination. Il y a une recherche de l'autonomie de chacun dans ces rapports de droit, et c'est donc dans ces rapports de droit que naît la liberté. La liberté n'est pas institutionnelle, elle n'est pas non plus individuelle, c'est une reconnaissance par chacun de la liberté de l'autre dans des rapports de droit. Si bien que la suspension des libertés qu'on a pu connaître récemment n'est pas seulement une atteinte aux droits individuels, mais aussi une atteinte aux relations juridiques dans lesquelles ces libertés apparaissent. Il suffit de prendre l'exemple de la détention provisoire prolongée automatiquement sans juge. On voit bien là qu'il y a une atteinte à la liberté, à le procès équitable qui va avec, et donc à la structure symbolique qui implique un tiers de référence qui est le juge. Le rôle du juge et de la justice va être de remettre à juste distance, et à une juste distance symbolique, mais aussi émotionnelle. Les règles de procédure servent à canaliser les émotions, mais aussi à les utiliser, notamment par le juge, pour trouver la meilleure solution. Le juge qui est en situation impartiale ressent objectivement les émotions. Il ne faut pas croire que les émotions soient subjectives, elles peuvent être objectives si on est dans une situation totalement impartiale.
Alors, il y a toujours des risques de biais, d'où la nécessité des motivations dont avait parlé Yvonne Flour lors d'une séance. Il faut rationaliser évidemment la solution ou la rendre rationnelle par une motivation. Ainsi, devant la justice, les émotions négatives sont transformées en de nouvelles relations juridiques plus viables. Les contrats devenus litigieux se rompent ou se rééquilibrent, les liens conjugaux peuvent se rompre, les liens de filiation peuvent se transformer. Que s'est-il passé pendant le confinement de ce point de vue? La justice est un service public, donc la continuité a été assurée, comme d'ailleurs à l'université avec des plans de continuité de l'activité. Un publiciste qui s'appelle Nicolas Chifflot a cependant noté qu'il s'est agi de sauver l'institution, mais pas de faire fonctionner la justice. C'est un peu comme si on avait mis une usine au ralenti parce qu'il ne fallait pas l'éteindre, ce serait beaucoup plus compliqué de la rallumer, et ça prendrait beaucoup plus de temps. Alors, quelques affaires urgentes ont été traitées. Xavier en parlait à l'instant. Il y a parfois eu des visioconférences, des audiences en vidéoconférence. Décidez-vous. Hein. Hop là. Il y a une voix qui... Voilà. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que la justice n'a plus été le réceptacle des émotions négatives individualisées et humanisées, qu'il n'y a plus que des émotions collectives, je retrouve le terme collective qu'a employé Xavier avec les normes collectives, traitées par l'action administrative en dehors des tribunaux. Bien sûr, la Cour de cassation est intervenue a posteriori pour mettre fin à la prolongation sans juge de la détention provisoire. Le Conseil d'État est intervenu a posteriori pour établir la liberté de culte et la liberté de manifester. Mais là, pendant au moins 2 mois, et ça a continué en réalité ensuite largement, l'action administrative n'a pas eu d'autre limite que la gestion des émotions collectives à travers la communication. Et cette action administrative conduit à la suspension des libertés et des institutions de justice sur des émotions qui sont des émotions de peur, des émotions de sidération, et puis en plus, de manière un peu étonnante et apparemment pas connectée avec le Covid, ensuite à des émotions de colère qui se sont manifestées avec l'affaire Floyd et puis le retour de l'affaire Traoré. Alors, les nouvelles technologies ont eu la part belle dans cette période, mais justement, les nouvelles technologies ne construisent pas a priori un dispositif symbolique. On peut les utiliser pour en faire un dispositif symbolique, comme on le fait nous avec le Zoom aujourd'hui, avec donc tout un système qui nous permet de communiquer, mais c'est assez complexe. Il y a eu des phénomènes psychologiques qui ont continué. Xavier parlait d'indolence. Je pense qu'à certains égards, quand on lit la presse, on voit des articles parler d'épuisement psychologique aussi chez beaucoup de monde. Les HP commencent à se remplir. Il y a des pertes de sens où il y a des personnes dont la sensibilité est accrue. Il y a donc toute une gestion de l'émotion qui est devenue collective et qui ne s'est plus faite à travers les relations de droit. Et ce que nous apprend aussi la période, et ce que m'apprend cette période, c'est il est intéressant de remettre en évidence les rapports de droit parce qu'ils permettent de comprendre la part de l'émotion en droit. Mais j'ai parlé que de l'émotion, mais il y a aussi la raison, hein, je l'ai dit avec la motivation. C'est 2 circuits psychologiques qui sont connectés, bien entendu. Hein. Donc, c'est retrouver le rapport de droit en lui donnant plus de chair, en lui mettant donc de la chair en termes émotionnels. Mais l'émotion, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Donc, c'est aussi retrouver le corps de chaque personne. Et du coup, ce que m'apprend cette période aussi, c'est à remettre en relation la règle de droit et le rapport de droit. Je croyais que le normativisme était l'ennemi du relationnisme, que les normes écrasaient les individus et leurs unions. À vrai dire, c'est la décision administrative et particulièrement la dérogation qui détruisent les équilibres. Les règles de droit générales et abstraites permettent la mise en place de relations de droit égales ou équivalentes, et une gestion des émotions limitée aux relations et pas prise dans un mouvement de masse tel qu'on l'a vu. Voilà ce que m'inspire ce qu'a dit Xavier, mais aussi des séances antérieures dont on avait parlé. Il faudrait beaucoup plus de temps, évidemment, pour le démontrer. Je le ferai ailleurs, mais voilà ce qu'on peut dire en quelques minutes.